Spécialiste des crimes économiques, Michel Picard, l'auteur de Mémoriam, le livre au programme du Club de lecture d'un océan à l'autre ce mois-ci, porte un nom que l'on peut associer à l'affaire Norbourg et au Parlement canadien, puisqu'il y a siégé comme député pendant 4 ans. Mais c'est aussi un homme qui a vécu de près les affres de la maladie d'Alzheimer, puisque son père en a été atteint pendant plus d'une dizaine d'années, jusqu'à son décès. Et c'est cette expérience, mariée avec celle qu'il a connue en travaillant pour les services secrets, qui lui a inspiré son tout premier roman, publié en 2020 aux presses de l'Université d'Ottawa et qui est accessible gratuitement en format numérique sur le site web de la Bibliothèque des Amériques. Bonjour et bienvenue au Club de lecture d'un océan à l'autre. Mon nom est Xavier Lord-Giroux et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Michel Picard, l'auteur de Mémoriam. Bonjour Michel. Bonjour Xavier. Michel, lançons-nous tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous lire un extrait de votre livre et qui expose bien, à mon avis, la motivation, la drive, comme on dit, de Philippe, le personnage principal qui est chercheur, et je vous demanderai de commenter après. Donc, imaginez si on pouvait enregistrer des images ou des clips vidéo, des souvenirs d'une personne. Ce serait génial pour les proches de la famille. Pensez à tout ce qu'on perd, tout le génie humain. On va perdre tout ça parce que la mémoire s'éteint. Me semble que ça n'a pas de bon sens, non? Donc, c'est la question que se pose Philippe dans la première partie du roman. Euh, qu'est-ce que. Donc, lançons-nous dans le vif. En fait, ce que je vais vous demander, c'est est-ce qu'on est rendu là, à vouloir sauvegarder numériquement la mémoire des humains? C'est difficile pour moi de répondre jusqu'où la science est rendue parce que chacun travaille de son côté, malgré les échanges et les publications. Jusqu'où on est rendu. Je peux dire quand même, pour avoir fait quelques recherches, que le niveau de recherche et le travail des chercheurs pousse la chose très loin. Et cette question de mémoire, perte de mémoire, retrouver la mémoire, est une préoccupation de beaucoup de chercheurs. Mon approche, moi, comme romancier, n'est pas l'approche scientifique parce que je ne suis pas un scientifique, mais c'était vraiment le côté opérationnel pour avoir, comme tu l'as dit tantôt, vécu un peu les conséquences de cette maladie-là avec mon père. Euh, Ça a été une réalité qui est la réalité de bien du monde. Et je pense que le questionnement que je me suis fait est probablement partagé par beaucoup de gens, même à l'extérieur de la communauté scientifique. Donc, je pense que c'est un travail en progrès qui continue et quand tu regardes les centres de recherche un peu partout sur la planète, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui semblent se faire là-dessus. Ce qu'on peut dire sur le livre aussi, c'est que le personnage principal, Philippe, son père, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il a été témoin d'un attentat à la bombe et puis on revit cet attentat-là avec lui au début du roman, mais le père est faussement accusé de cet attentat et perd sa liberté à cause de ça. On peut supposer finalement que le choc qu'a subi le père le rend disposé finalement à contracter la maladie plus tard dans sa vie. Il devient prisonnier de son corps. Puis là, Philippe veut ultimement retrouver ce souvenir dans la mémoire de son père afin d'innocenter avant sa mort. Il y a beaucoup d'opposition de la part des pères, des homologues finalement à Philippe par rapport à ça. Aujourd'hui encore, on n'a pas une pleine liberté sur les tests qu'on peut faire sur un cerveau humain encore vivant. C'est ce que Philippe finalement va essayer de transgresser. Donc, est-ce qu'une transgression comme celle-là pourrait, à votre avis, mener à une meilleure compréhension ou à peut-être un remède pour guérir la maladie d'Alzheimer? Ben, on a vécu des horreurs d'expériences médicales il y a après, à la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde les connaît, puis je ne reviens pas là-dessus. Oui. Sauf que cette question-là de faire le maximum pour la bonne cause en dépassant ce qui est permis du point de vue éthique et moral, c'est toujours une question difficile à résoudre et c'est un problème qui persiste encore. Et la science-fiction de la technologie me permettait, avec Philippe, donc, de relancer cette question-là. Est-ce que de nouvelles technologies, de nouveaux moyens donnent le droit à un scientifique de faire des expériences comme il le fait? Et au surplus, on constate que Philippe, ayant la procuration, étant tuteur de son père, là, devient dans un conflit d'intérêts majeur parce qu'il est le médecin et le fils et le décideur qui va autoriser l'expérience faite par lui-même. Alors, on est dans l'éthique jusque-là. Sauf que c'est pas mon approche d'amener une problématique avec des teintes de noir et blanc. Tout est gris, tout est pâle, tout est foncé, mais il y a toujours.
il y a toujours possibilité, à tout le moins ça vaut la peine, parce que c'est mon sport favori, de lancer le débat. Et ce débat-là est relancé et ça amène les gens à reviser leurs valeurs pour voir est-ce que maintenant, là où on est rendu, on permettrait plus ce genre de choses-là ou de moins en moins. Alors la Mhm. question est posée. La question est posée, la question est très euh, riche finalement pour y planter un roman comme vous l'avez fait. En tout cas, ça laisse personne indifférent, ça c'est certain. Je me demandais, qu'est-ce qu'il y en est du droit à la vie privée? Parce que même si on se permet, par exemple, de faire des tests sur des cerveaux humains, on permet de voir en vidéo les souvenirs, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la protection de la, droit privé, de la vie privée des gens, finalement? Deuxième problématique majeure, qui va d'ailleurs suivre dans les suites, euh, la question du respect de la vie privée et le droit de protéger son information personnelle, c'est une question fondamentale qui fait encore le sujet de débat actuel au gouvernement et qui va le faire encore longtemps. Parce que plus ça va, plus nos données sont disponibles et vulnérables. Le, on parle évidemment dans de situations où on présume qu'il n'y a pas toujours nécessairement le consentement. Quelqu'un qui consent à ce qu'on utilise ses données, il a consenti, l'affaire est close. Mhm. Mais toujours dans des situations un peu grises, un petit peu nébuleuses, et là où on se trouve à avoir un accès privilégié, la question est de savoir est-ce qu'on peut se donner le droit de le faire? Est-ce qu'on peut le faire en garantissant les protections nécessaires et jusqu'à quel point on est en mesure de garantir cette protection-là? Parce que pas parce que moi je veux protéger une donnée que je suis invincible à des attaques externes qui vont venir chercher chez moi l'information que je possède. Et ça, c'est Mhm. le problème qui perdure. Si on regarde juste le piratage des systèmes informatiques, c'est pas demain la veille que ça va arrêter. Non, puis en même temps, on est plusieurs à exposer nos vies publiquement, à exposer notre intimité sur les médias sociaux. Donc, peut-être que finalement, on n'est pas si attaché à un droit à la vie privée comme on peut le supposer. Ben, la nature du problème que les gens vivent va modifier leur façon de voir les choses. Quand c'est le temps de mettre son, ses photos de voyage sur Facebook et de dire à tous les criminels intéressés, voici, je suis parti pour 2 semaines de chez moi, les gens ne réalisent pas cet impact-là. Ils veulent se sentir intéressants de Mhm. par la vie qu'ils mènent, c'est correct aussi, mais ne réalisent pas les contre-coups de leurs actions bien des fois. Lorsque c'est temps de dire, écoute, j'aimerais avoir un numéro personnel pour des questions de sécurité, on va souvent s'offusquer parce qu'on se demande de quel droit tu demandes cette information-là. Donc, les gens ont souvent deux poids, deux mesures et font pas toujours la part des choses entre ce qui est correct, raisonnable et carrément fou. Mhm. Quels sont les liens entre le personnage que tu as créé, qui est Philippe, et toi? Justement, en parlant de vie privée, qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre les deux? Ben, le lien, je pense, au départ, c'est le sujet. Le sujet qui est la maladie d'Alzheimer. Comme je l'ai dit, mon père étant décédé des complications de cette maladie-là, ça a donné l'idée du sujet, le contexte dans lequel je voulais développer une histoire. Mais mon approche sur la littérature, moi j'ai grandi avec Bob Moran puis Doc Savage. Était beaucoup plus jeune, était beaucoup trop jeune pour savoir ou pour connaître peut-être la littérature à l'époque des années 70, mais c'était vraiment mes personnages, mes héros à l'époque. Et j'ai toujours donc aimé ce genre de littérature-là. D'ailleurs, j'ai poursuivi plus tard avec John Le Carré, Robert Ludlum et tout ça. De sorte que je voulais écrire quelque chose avec un suspense, un thriller, quelque chose de différent, mais sans tomber dans le panneau du fait que j'ai travaillé, petite correction, peut-être pas pour les services secrets, mais la gendarmerie royale, dans le domaine du renseignement, ce qui fait que ce côté-là, j'ai fait mes études, tout ce que j'ai fait depuis mon bac est orienté sur le renseignement. Donc, j'ai toujours été passionné par ça. Mais je ne voulais pas faire un livre d'espionnage classique qui retombe comme les meilleurs que moi, John Le Carré et compagnie. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise et l'amalgame entre le prétexte, donc l'Alzheimer, et la twist, si on veut, la couleur un petit peu service de renseignement, donnait un mélange qui m'a permis de développer une intrigue qui non seulement est peu exploitée, mais aussi me permet d'apporter une façon de l'aborder, un comment de l'écrire, qui est peut-être un petit peu plus exclusive et qui, moi, me permettait là de lancer toutes
mes questionnements, mes chocs, mes questions de valeur, mes défis au lecteur et évidemment, lui donner un peu de plaisir à lire quelques centaines de pages pour une histoire que j'ai concoctée moi-même. Est-ce que si on aime Le Carré, par exemple, on va aimer Memoriam? C'est pas le même domaine du tout. Non, OK. L'espionnage de Lord John le Carré est un monde en soi. J'espère et je me suis surpris à découvrir le thriller scientifique, entre guillemets, en utilisant le milieu de la mémoire comme contexte. Et je me suis surpris à voir non seulement l'intérêt que j'ai développé, mais le potentiel, le potentiel qui se cachait derrière ça, parce que ça ouvre une possibilité extraordinaire dans la mesure où, comme romancier, tu as un certain privilège de dire, de faire des choses, dont, évidemment, ajouter, comme dans le cas de Mémorial, une petite technologie, un tant soit peu science-fiction. Moi, j'appelle ça, j'aime bien que ma science-fiction soit probable. Donc, peut-être réalisable dans 5, 10, 15, 20 ans. Ce qui fait que j'aurais eu la chance de prévoir des questions problématiques qu'on va voir lorsque la technologie va être disponible. Mais j'aime ça que cette technologie-là soit peut-être envisageable. De sorte que ça donne un petit peu plus de réalisme à la chose et tout mon questionnement donc peut s'établir, peut se faire. Vous avez travaillé pendant plusieurs années avec les services de renseignement, justement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains ou il y a beaucoup de personnes qui se recyclent avec l'écriture en sortant de ce domaine-là? Je ne connais pas la communauté, ben, je ne connais pas le background de tous les auteurs qui s'adonnent au polar. Ben, le polar, beaucoup de policiers écrivent des romans policiers. John Le Carré était associé à des services de renseignement. Ian Fleming était associé aux services de renseignement. Je pense qu'il n'est pas rare de voir ce genre de choses-là. On les connaît plus ou moins selon le succès de leurs livres. Mais chacun, et c'est normal, chacun va tenter d'écrire dans un domaine qu'il connaît le mieux, dans lequel il est plus à l'aise, il peut extrapoler un certain nombre de choses et aussi duquel il peut puiser de l'information sans trahir sa confidentialité et donc donner un côté réaliste à l'histoire qu'il soumet. Mhm. Puis, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous pour l'écriture de Mémoriam, ce bagage-là que vous portez en service de renseignement? Ben, premièrement, j'ai été extrêmement surpris de réaliser jusqu'à quel point, lorsque j'ai écrit la première histoire, l'histoire se développait un petit peu plus que je l'avais envisagé. Donc, l'histoire m'emmenait quelque part. Ensuite, de comprendre qu'à force de donner une personnalité à mes personnages principaux, Mhm. ils ont commencé à me, entre guillemets, je ne veux pas faire trop de figurés, mais ils m'ont demandé ce qu'ils voulaient, parce qu'ils m'ont amené ailleurs. Ça a ouvert d'autres portes, et évidemment, la suite qui s'imbrique dans Mémorial est un peu une conséquence, pas inattendue, parce que je voulais faire une suite, mais je n'avais aucune idée comment la faire, la suite, mais l'histoire et les personnages et leur façon d'être a un peu orienté cette chose-là. Donc, on s'apprend mutuellement. Et ça, c'est une expérience vraiment étonnante en écriture. Et la suite est déjà écrite pour Mémoriam, Oui, la suite est écrite et on attend entre les les réponses mains de de... l'éditeur. Ouais. Mais on attend donc des réponses de l'éditeur s'ils veulent continuer l'expérience. D'ailleurs, j'ai été très reconnaissant pour le premier lancement avec Mémoriam parce qu'ils ont pris une chance avec moi. Et comme avec plusieurs auteurs, mais tu es toujours privilégié, pour tous les auteurs, je parle, tu es toujours privilégié qu'un éditeur veuille bien te prendre sous son aile. Et Mhm. donc, la suite qui commence avant Mémorial et qui se termine après Mémorial est déjà complétée. Et je passe mes belles journées en confinement à travailler sur le troisième. Et puis, est-ce qu'on peut dévoiler le nom peut-être ou on garde ça pour une prochaine On va fois? se garder une petite surprise. Parfait, d'accord. Et puis, qu'est-ce que tu as... Bon, le livre a été lancé en pleine pandémie, donc la réception a été différente, j'imagine, que si il n'y avait pas eu de confinement, justement. Mais quelle a été la réception du livre, malgré tout? Ben, ceux qui l'ont lu et qui ont quand même partagé leur opinion, même si ce sont des amis avec la politesse amicale qu'on s'attend aussi, les réactions ont été pas mal les mêmes dans la mesure où ils ont commencé à prendre parti pour ou contre des personnages, ça veut dire qu'ils sont bien Hmm. entrés dans l'histoire. Ils ont aimé le fait qu'à la fin du chapitre, les obligeait à lire au moins le début de l'autre, parce que le chapitre enchaîne toujours sur l'autre. La façon dont je le fais, c'est que tu n'atterris jamais à la fin du chapitre sur tes deux pieds. Et le commentaire assez généralisé, les gens, c'est qu'ils
ils aimaient la façon dont j'abordais cette problématique-là. C'était un peu différent. Et ils ont passé un très bon moment, ce que j'imagine. Et le but, quand tu lis un livre, que tu veux passer un bon temps chez toi, tranquille, avec un petit verre de vin. C'est ça. Puis moi, je trouve vraiment que les questions que pose le livre, vraiment nous laissent pas indifférents. Je sais que je me répète, mais c'est captivant de rentrer dans cet univers-là, puis d'évoluer là-dedans avec les personnages que tu mets en scène. Ben, merci beaucoup, Michel. Donc, Mémoriam, livre à Ouais. lire ce mois-ci au mois de mai. Ah, moi aussi, je l'ai, garde. J'adore la couverture, je la trouve vraiment belle, je dois dire. Un C'est commentaire sa vraiment. couverture, ce n'est pas moi. Plusieurs personnes m'ont appelé pour dire Michel, Non? tu as pris une photo, tu t'es vieilli. C'est pas moi. Ah, ben est-ce que tu sais c'est qui le modèle ou non? C'est une photo d'une base de données. C'est pas moi OK. du tout. En tout cas, moi, je trouve que l'image rend bien justice à ce qu'on retrouve à l'intérieur du livre. Donc, ben, à tous les lecteurs, j'aimerais juste à vous souhaiter une bonne lecture de Mémoriam. Puis, je rappelle, c'est paru aux éditions des Presses de l'Université d'Ottawa en 2020. C'est une lecture qu'on a soumise à deux lecteurs experts, Lynn Garreau de la Colombie-Britannique et Thibaut Jacoparat de la Nouvelle-Écosse. J'en discuterai en direct avec eux le 26 mai prochain sur Zoom. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à vous joindre à nous à ce moment pour nous faire part de vos commentaires et échanger par écrit avec nous vos impressions du livre. C'est gratuit et le lien est probablement dans une case texte pas très loin de cette vidéo-ci. Le club de lecture d'un océan à l'autre est un projet signé par le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Vous pouvez trouver tous les livres que nous mettons au programme cette année sur le site de notre partenaire, sur notre site, pardon, ou sur celui de notre partenaire, la Bibliothèque des Amériques. Et je vous invite à visiter notre page web refc.ca afin d'en savoir plus sur tous nos projets. Merci et bonne lecture.